Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. Le mot survivante, il est très fort. Et parce qu'il est très fort, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser pour parler de moi. Parce que pour moi, dans l'idée, survivre, c'est vivre après. Je m'appelle Ambre, j'ai 26 ans, je suis en master de philosophie. Mon histoire avec la prostitution, elle a commencé à 14 ans, je dirais, dans une histoire pré-prostitutionnelle en quelque sorte. Puis après, plus tard, avec les sites d'escorte. Après le succès de la saison 1, nous avons été contactés sur les réseaux sociaux de La Vie en Rouge et au Mouvement du Nid par de nombreuses personnes qui souhaitaient à leur tour enregistrer. Cette saison 2 accueille ainsi de nouvelles personnes, soit venues après avoir écouté le podcast, soit parce qu'elles étaient accompagnées par le Mouvement du Nid et y ont vu la possibilité de s'exprimer publiquement sur leur histoire. Elles ont conçu et réalisé ces épisodes en choisissant les thématiques qu'elles voulaient aborder, en participant au montage et en s'engageant dans un mouvement collectif. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution. Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie, je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Saison 2, épisode 3, Me dire survivante. C'est fou parce que ces choses-là qui ont un impact énorme dans nos vies, qui sont une part énorme de nos vécus, de nos traumatismes, sont souvent tus ou honteux. Le poids du silence, il est très fort dans la famille, il est très fort dans la société, encore plus aujourd'hui où on a l'impression qu'on peut plus dire que ce sont des viols, la prostitution. Et donc, en fait, entendre des femmes en parler de façon si ouverte, si libre aussi, pour moi, j'ai trouvé une grande source de consolation. Et ça m'a donné envie aussi d'aller de l'avant, parce que j'entendais aussi tous leurs espoirs, la façon dont elles s'étaient reconstruites. Et ça, c'est toujours quelque chose qui donne beaucoup d'espoir, qui donne beaucoup de force, je pense. C'est aussi pour ça que je le fais, parce que je me dis que peut-être d'autres pourront trouver une force ou quelque chose dans mon histoire ou dans la façon dont on se reconstruit. Parfois vraiment difficilement en plus, mais on s'accroche. C'est très dur d'être confrontée à ce que certaines femmes peuvent se faire comme idée de la prostitution, donc comme quelque chose de facile, un gagne-pain comme un autre. Et j'avais une amie qui me disait, mais de toute façon, je fais déjà de la représentation quand je couche avec les hommes. Déjà, c'est une performance, faut s'épiler, faut se machin, voilà. Enfin, elle m'explique comme ça que finalement, ce sera pas tellement différent de ce qu'elle vit déjà, et que du coup, elle envisage de s'inscrire sur un site. Moi, l'effet que ça me fait tout de suite, ça me glace en fait. Je me dis tout de suite que c'est très grave et en même temps, je pense pas que de faire la morale ou que de dire que non, il faut absolument pas, ça marche. Je pense que quelque chose qui peut être assez efficace pour essayer que ces jeunes femmes ou que ces femmes se rendent compte de ce que c'est que la prostitution, c'est de revenir à des choses qu'elles connaissent. Voilà. Par exemple, je lui ai dit, tu vois le harcèlement de rue ou le cyberharcèlement, des choses très désagréables. Tu vas vivre ça, en fait, si tu t'inscris sur un site. Tu vas vivre du cyberharcèlement, tu vas vivre des hommes qui vont t'envoyer des messages à n'importe quelle heure et n'importe quand, plus ou moins courtois, plus ou moins dégueulasses, des choses que tu n'aurais pas envie de lire, honnêtement. Tu vas en recevoir beaucoup, parce que c'est ça la réalité aussi, de s'inscrire sur un site d'escorte, c'est énormément de messages d'hommes qui veulent faire ça, quoi. C'est très dur à gérer, je trouve, rien que ça, psychologiquement. Donc je lui ai présenté ça en espérant qu'elle se rende compte en fait que c'est pas anodin de s'inscrire sur ce genre de site. Déjà parce que Internet n'oublie rien et qu'en plus c'est potentiellement se mettre dans une situation assez dangereuse. Et donc c'est vrai que quand je lui ai dit ça, elle a dit c'est vrai que tu vois j'avais pas pensé à ça. J'avais pas vu les choses comme ça. Parce qu'en fait elle associait pas la prostitution à une violence potentielle. J'avais une discussion avec une copine de fac qui me disait écoute, je suis un peu embêtée, je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas pour une amie à moi qui s'est mise à se prostituer.
ce qui m'a fait beaucoup de peine et qui m'a beaucoup alarmée, c'est qu'elle se demandait si son inquiétude était légitime. C'est-à-dire qu'elle se disait, il y a tout un discours qui nous raconte que c'est normal, que c'est un travail comme les autres, avec ses inconvénients et ses qualités, que voilà, ça passe. Et donc, elle était en train de se demander, et elle me demandait, mais attends, à ton avis, je dois m'inquiéter ou pas ? Moi, je suis inquiète, mais finalement, j'ose pas lui en parler non plus, parce que je sens que c'est pas un discours qui est la bienvenue de s'inquiéter. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était il y a quelques années. Et je m'étais dit, en fait, les conséquences de ce discours pro-travail du sexe, ils sont réels, ils sont dans la vie. C'est-à-dire que c'est potentiellement des amis qui vont se dire, oula, est-ce que je peux m'inquiéter pour mon ami ou telle personne ? Ça va être des femmes qui vont se dire pourquoi pas finalement m'inscrire sur un site d'escorte parce que finalement est-ce que c'est très différent de la sexualité que je vis, puis de toute façon voilà, ce sera un gagne-pain comme un autre. Enfin, en fait, il y a vraiment des conséquences dans la vie réelle de ces discours qui sont de plus en plus omniprésents et de plus en plus banalisés, qui m'inquiètent beaucoup. Combien de nouvelles victimes on est en train de créer, combien de femmes en situation de vulnérabilité est-ce qu'on est en train d'amener vers ces chemins vraiment tortueux et vraiment difficiles. C'est difficile après de s'en sortir. Donc je pense qu'on devrait au contraire faire de la prévention et surtout ne pas encourager. Il y a un passage d'un livre qui m'avait beaucoup marqué, lu par une amie. C'est le chapitre 1 du livre de Oula, L'humiliation. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, j'étais prostituée par amour. À remettre dans son contexte, etc., d'emprise et vis-à-vis de son proxénète à l'époque. Mais tout ce chapitre 1 raconte sa relation avec son proxénète, cette espèce de relation inextricable et très très douloureuse pour elle. C'est magnifiquement écrit, que c'est d'une réalité crue, brute, et que c'est très douloureux et qu'on sent que c'est écrit dans la douleur, mais qu'en même temps que l'écriture est très salutaire pour elle. C'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti vis-à-vis de ce garçon qui a fini par m'amener dans cet appartement. J'avais l'impression que c'était par amour pour lui que je devais me soumettre, que c'était pour lui que je devais aller vers les autres et que de toute façon, je n'avais pas le choix parce que il allait moins m'aimer ou il allait me rejeter si je le faisais pas. J'en ai retiré beaucoup de culpabilité parce que je me suis dit que j'aurais quand même pu lui dire non, mais en fait l'emprise avait déjà été bien resserrée autour de moi et même si j'ai dit oui, même si j'y suis allée, je sais aujourd'hui que il a tout fait pour que ce soit possible. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était l'amour. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt l'emprise. Hein. Mais voilà, je voulais quand même citer ce bout de livre qui est très marquant et très, très important pour moi. Ulla. L'humiliation. Pour la première fois, j'ai décidé de remettre vraiment les choses à leur place, sans aucun maquillage, même littéraire. Le fil d'Ariane. J'écris et il est là. À quelques mètres, assis devant la télévision sur le divan vert, son cendrier sur l'accoudoir, la bouteille de pastis sur la table basse, juste à portée de la main. Il est là avec son verre vide, son verre plein. Il est là et j'ai peur. Bien davantage que peur. C'est fou, insensé, incroyable. C'est comme un vieux cauchemar qui me remonte d'une mémoire empestée et qui largue son angoisse de mort. C'est comme un temps révolu qui me revient avec sa cargaison de souvenirs moisis, ses odeurs de salpêtre. C'est comme une histoire qui ne m'appartient pas et qui pourtant me fissure. Le mot survivante, il est très fort. Et parce qu'il est très fort, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser pour parler de moi. Parce que pour moi, dans l'idée, survivre, c'est vivre après, et donc avoir dépassé quelque chose. Voilà, il y a comme quelque chose de temporel. C'est après les violences. Et moi, pendant longtemps, j'étais encore dans une situation de grande fragilité émotionnelle, psychologique. Ça a été très dur pour moi à un moment de m'identifier à une survivante, parce que précisément, je me sentais pas du tout les armes pour pouvoir dire non ou pour pouvoir m'extirper, si ça réarrivait, des violences prostitutionnelles, en fait. Le terme de survivante me séduisait beaucoup parce que je trouvais que c'était
très beau, très fort, et il y a plein de femmes survivantes que j'admire. Mais je trouvais que elles, voilà, c'est comme si elles avaient dépassé un cap, comme si elles avaient traversé quelque chose, puis elles étaient hors de l'eau. Voilà, elles étaient hors de danger. Je sais pas si c'est une vision tout à fait juste, mais en tout cas, c'est la vision que j'en avais. Et ce qui a fait que pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à me définir comme survivante. Certaines parties de moi sont encore happées par les difficultés, happées par la possibilité qu'un jour ça recommence, sous certaines conditions, imaginons, je sais pas. Enfin, mon cerveau se met en mode imagination et je ne peux qu'avoir peur. Quand je suis dans cet état d'esprit-là, je ne peux pas me dire survivante. J'ai pu ressentir de la culpabilité dans le sens où je devrais m'en être sortie maintenant. Faut que j'arrête d'avoir peur d'y retourner ou de sentir parfois que je suis fragile par rapport à ça, parce que voilà, ça, j'ai pu ressentir de la culpabilité. J'ai beaucoup d'admiration pour plein de femmes qui se disent en plus, qui revendiquent leur survivance. Et je trouve ça très beau. Et j'espère un jour réussir à poser ce mot sur qui je suis. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, je pourrais pleinement apprécier le fait que j'ai traversé quelque chose et que j'en suis sortie au sens où vraiment je suis à l'extérieur. Je ne suis plus dedans du tout, même dans ma tête. C'est-à-dire que ce soit plus une possibilité, que ce soit plus une possibilité que je laisse quelqu'un me faire du mal, en fait, comme de cette façon-là. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. L'art sous toutes ses formes, ça a toujours été un moyen hyper important pour moi, un moyen d'expression, mais particulier aussi. Je dis ça parce que je danse, j'écris, je peins, enfin je fais plein de choses. Et la question des femmes, la question d'être victime, la question de la prostitution, elle a toujours été vraiment très présente dans tout ce que je fais. La différence entre le fait de danser, par exemple, et le fait d'être prostituée, je veux dire, c'est sans commune mesure. Ça n'a rien à voir. Et c'est pareil pour écrire, et c'est pareil pour peindre. Même si ce sont des sujets qui traversent mon art, en fait, ça va pas du tout être associé. La danse que je pratique, on l'appelle la danse orientale. C'est important pour moi de dire que la danse, ce n'est pas de la prostitution. Vraiment. Aussi sensuelle qu'elle puisse être, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. La danse particulièrement, l'écriture, le chant, tout ça, c'est des choses un peu différentes. Mais la danse, c'est quelque chose où le corps est prime. Et pour toi, ça a été très important pour te réapproprier Oui, je danse depuis mes 15 ans. Et ça a été un long chemin de relation avec mon corps, d'apprendre à l'aimer. Et c'est pas si facile que ça, parce que quand on est en représentation, en fait, on vit parfois quelque chose qui est bien différent, mais qui peut être un peu... semblable à de la dissociation ou quelque chose d'un peu, on coupe un peu parfois avec le corps. Et justement, c'est tout mon travail. Enfin, ce que j'essaye de faire, c'est de danser en conscience, en fait. Danser sans forcément me préoccuper de ma désirabilité. Danser et d'être exactement dans mon corps au moment où je le suis, dans chacun de mes mouvements. D'être dans une grande conscience et une grande prise en compte de moi comme humaine, en fait. Et pas d'être une image, justement. D'être vraiment moi. C'est très dur, mais c'est un chemin qui se fait au fur et à mesure des années. Et je le ressens aussi au fait d'enseigner. Enseigner la danse, c'est aussi pour moi l'occasion de montrer aux filles qu'il y a tout quelque chose de l'ordre de la conscience corporelle très fort dans cette danse. Voilà, ce sont des choses qui sont très importantes pour moi. Et donc on danse pour soi, et pas pour les autres, et encore pas pour les hommes, quoi. Voilà, c'est exactement ce que j'aimerais explorer avec ma danse et ce que j'aimerais dire avec ma danse. Cette fois-ci, ça m'appartient. Après, il y a l'écriture aussi qui est super importante pour moi. Alors pendant longtemps, ça a été un espèce de flot ininterrompu de tout ce que j'avais pu vivre de pire et de toutes mes ruminations. Et aujourd'hui, ça prend un tour un peu différent. J'expérimente un peu plus esthétiquement, je me sens un peu plus libre en fait, de me détacher progressivement de ce que j'ai vécu. Je ne suis pas que ce que j'ai vécu. J'ai le droit d'écrire sur autre chose, j'ai le droit de penser aussi à autre chose, de ne pas être que ça, de ne pas être que ce que j'ai subi. Et ça, c'est très agréable aussi de se découvrir autrement que par le prisme de ce qu'on a vécu et subi de pire, quoi. Voilà. Un poème qui m'a beaucoup accompagnée à de nombreuses reprises
Voilà, il y a énormément de poèmes que j'aime, mais celui-là particulièrement, il m'a accompagnée dans les moments les pires. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Désir à combler, faim à satisfaire. Une main tendue, une main ouverte. La vie à se partager. Nous, Alexine, Amani, Ambre, Amina, Anne, Esther, Favor, Grace, Hope, Lexi, Rosalie, Rosen, Sabine, Valérie et frères de banquise, qui avons connu la prostitution, qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour faire entendre ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous vivez ou avez vécu de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous voulez en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram et TikTok de La Vie en Rouge. Retrouvez toutes les informations sur les extraits sonores et témoignages évoqués dans la description de l'épisode. Cette saison 2, comme la première, a été entièrement conçue et réalisée par des femmes ayant connu la prostitution, avec le soutien financier, logistique et éditorial du Mouvement du Nid. Dans cette saison, vous entendez aussi la voix de Sandrine Goldschmidt, rédactrice en chef de la revue Prostitution et Société, qui dialogue avec les nouvelles personnes enregistrées. Au montage, les conceptrices du podcast ont été également épaulées par Bertrand Boissimon, réalisateur-monteur, et Céline Muller, productrice. Les épisodes ont été enregistrés au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous remercions tous les services civiques qui nous ont facilité le travail. Merci à la Fondation des femmes pour son soutien indéfectible aux femmes victimes de violences. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.